Pendant le Gleu, on va regarder ensemble 3 unes de la presse régionale. On a sélectionné 3 titres. D'abord, la une du Républicain Lorrain. Les agriculteurs pris à la gorge, confrontés à de multiples difficultés. De nombreuses exploitations agricoles manquent de trésorerie. La grogne monte à nouveau. Une mobilisation nationale est lancée cette semaine. L'autre une, c'est celle de la Provence sur les retraites. Il ne faut pas toucher aux petits retraités. Témoignage de retraités provençaux alors que le gouvernement, on l'a vu, veut réduire le déficit public, même si la mesure pourrait être adoucie, comme l'a annoncé hier soir Laurent Wauquiez. Et puis la dernière une, c'est celle de Var Matin. Menace sur la protection de l'enfance, manque de moyens, de personnel. Si la situation est prise localement au sérieux, les professionnels en appellent au pouvoir public, alors que va se tenir notamment le congrès des départements de France. Ce sera à la fin de la semaine. Quelle une choisissez-vous? Il ne faut pas toucher aux petites retraites. Et les annonces de Laurent Wauquiez hier. Alors d'abord, peut-être un mot sur la forme. C'est quand même assez surprenant que ce soit Laurent Wauquiez qui fasse une telle annonce. C'était pas Michel Barnier de le faire? Alors au contraire, c'est plutôt le signe que le gouvernement a compris que la majorité relative, qui est certes la majorité la plus importante à l'Assemblée nationale, mais elle est néanmoins relative, a besoin de s'appuyer sur le travail du Parlement. Donc ce n'est pas un parlementaire qui va vous expliquer que le Parlement doit être en second plan. Au contraire, c'est la démonstration que le gouvernement Barnier sait qu'il doit s'appuyer sur le travail parlementaire. Et sur le fond, ce décalage, donc il y aura une nouvelle revalorisation pour tout le monde au 1er janvier, mais seulement de la moitié de l'inflation. Et l'autre moitié, ce sera au 1er juillet, mais uniquement pour les petites retraites en dessous du SMIC. Ça veut dire que les retraités des classes moyennes, par exemple, eh bien, ils seront lésés. C'est pas un peu à l'encontre de ce qu'on prenait les LR quand ils étaient encore dans l'opposition? Alors, pas du tout. En réalité, ce qui s'était passé, vous connaissez l'état de nos finances publiques et qu'effectivement, on ne peut pas rester dans cette situation catastrophique de nos finances publiques. Donc, le gouvernement, dans un premier temps, avait envisagé d'augmenter de l'inflation au bout de 6 mois au lieu du 1er janvier. Et effectivement, le travail parlementaire et notamment l'action de Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe des députés républicains à l'Assemblée nationale, a œuvré auprès du gouvernement qui a été attentif à cette question des retraités en France pour que, dès le 1er janvier, tous les retraités soient concernés par une hausse, effectivement, de la moitié de l'inflation. Et pour les petites retraites en dessous du SMIC, eh bien, à partir du 1er juillet, il y aura une compensation complète des effets de l'inflation. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour nos retraités et ça démontre à la fois la capacité d'attention du gouvernement et la capacité aussi des parlementaires républicains de se faire entendre auprès de ce gouvernement. On va passer à l'actualité internationale, puisque ce sont des sujets que vous suivez plus particulièrement ici au Sénat. Et d'abord, Israël. L'ambassadeur d'Israël en France est convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay pour s'expliquer après l'affaire des gendarmes français qui ont été arrêtés par la police israélienne lors de la visite de Jean-Noël Barrot en Israël. C'était la semaine dernière. Est-ce que vous attendez des sanctions et lesquelles ? Oui, effectivement, le domaine de l'Éléonat, dont il est question, est un des 4 domaines nationaux qui appartiennent à la France. Le domaine de l'Éléonat appartient à la France depuis le 19e siècle. Et évidemment, ça rappelle des incidents précédents à Sainte-Anne avec Emmanuel Macron et Jacques Chirac. Néanmoins, il ne faut pas que cela nous distrait de l'essentiel. L'essentiel, c'est que le 7 octobre 2023, c'est une effroyable attaque terroriste qui a frappé la démocratie d'Israël. Bon. Et dans cette attaque terroriste, je tiens à le rappeler, il y avait 48 de nos compatriotes qui ont péri. Et dès lors, les opérations militaires d'Israël pour assurer sa sécurité sont légitimes. Dans ce contexte, Israël a atteint un certain nombre de buts de guerre. Je pense notamment à l'élimination de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, à l'émission de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Néanmoins, sur les plus de 200 otages du 7 octobre 2023, à ce stade, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a dit dans une audition devant la commission défense de la Knesset, il y aurait encore une 50aine d'otages en vie. Et évidemment, tant que la question des otages ne sera pas réglée, les opérations ne seront pas terminées. On l'a vu dans le journal Jean-Noël Barrot qui parle de potentielles nouvelles sanctions de l'Union européenne bientôt contre les colons israéliens. Est-ce que vous soutenez ces positions et est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de précautions linguistiques ?
Non, Jean-Noël Barrot tient une position qui est tout à fait dans la constance de la politique étrangère française. De ce point de vue-là, Jean-Noël Barrot est parfaitement dans la ligne de la position de la politique des affaires étrangères et des relations internationales de la France. Israël qui dit que la création d'un État palestinien n'est pas une position réaliste, c'est contraire à la position de la France et à la plupart de la communauté internationale. Est-ce que du coup la solution de paix s'éloigne et est-ce qu'à contrario vous craignez un embrasement dans la région? Alors effectivement, la position de la France est une position constante d'une solution à deux États. La France continue sur cette position. Le véritable enjeu régional, effectivement, c'est l'embrasement. Je pense que ce n'est ni l'intérêt de l'Iran ni l'intérêt d'Israël que cet embrasement ait lieu. En réalité, effectivement, il faut faire preuve d'une attention toute particulière parce que on parle du Hezbollah, on parle du Hamas, mais en réalité, il faut aussi parler de l'Iran. L'Iran est derrière les opérations qui ont pu être menées, est en soutien de ces organisations. Et donc, en réalité, c'est l'embrasement régional qu'il faut éviter. Et je crois que tous les acteurs aujourd'hui en ont parfaitement confiance et la France doit jouer ce rôle aussi. Mais cette déclaration d'Israël, elle intervient juste après le retour de Donald Trump, la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous y voyez un lien de cause à effet. Est-ce que désormais, Israël a les mains plus libres que jamais ? Alors, la position de Donald Trump, elle est connue. Vous savez qu'il avait notamment pris position pour le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Sa position est constante dans le soutien à Israël, ce qui est d'ailleurs une position américaine au-delà d'une position trumpienne. Même le camp démocrate est en soutien à Israël. Peut-être c'est une question de nuance. Mais enfin, c'est une constante de la politique américaine. Donc en ça, je n'y vois pas un changement de ligne définitif. En réalité, on a plutôt une forme de continuité. On va parler des conséquences de l'élection de Donald Trump sur un autre conflit, c'est le conflit en Ukraine. Et pour ça, on rejoint Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous. Grand reporter politique et défense pour le journal Sud-Ouest. Jefferson, vous allez revenir avec nous sur la situation en Ukraine avec cette réélection de Donald Trump. Oui, bonjour Ariane, bonjour Ronan Le Gleut. Oui, restons sur la guerre en Ukraine parce que durant sa campagne, Donald Trump a été très clair. Il s'est vanté de pouvoir mettre un terme à cette guerre en 24 heures. Il n'a pas présenté son plan, mais entre les lignes, on a compris qu'il s'agirait de forcer Kiev à renoncer au territoire conquis par la Russie. Ronan Le Gleut, est-ce que vous craignez un tel scénario, sachant que côté français et britannique, on l'a encore rappelé ce week-end pendant les cérémonies du 11 novembre, pas question de lâcher Kiev? Alors, évidemment, ça pose un nombre de questions incommensurables à travers à la fois la question de l'OTAN, la question de l'article 5 de la garantie de sécurité et de l'avenir même de la sécurité en Europe. Ça pose des questions assez vertigineuses. Mais d'abord, il faut rappeler que Donald Trump est élu de façon extrêmement claire. 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris. Le vote populaire lui donne 4 millions d'électeurs d'avance. Donc en réalité, c'est une élection très large, avec une majorité à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc évidemment, ça change la géopolitique et il faut évidemment en tenir compte. Alors plus spécifiquement, en réalité, la vraie inquiétude, me semble-t-il, c'est la fragilisation de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, compte tenu des déclarations durant la campagne et du premier mandat de Donald Trump. Et ça doit être ce que les Américains appellent un wake-up call, c'est-à-dire un réveil de la conscience européenne des enjeux de sécurité sur le continent. Et par conséquent, je pense que ça doit ouvrir une nouvelle opportunité pour les Européens d'avancer vers davantage d'autonomie stratégique, notamment évidemment avec le couple franco-allemand. Mais la France joue un rôle particulier. La France joue un rôle très particulier parce qu'elle est, depuis le Brexit, le seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et le seul pays doté de l'arme nucléaire dans l'Union européenne post-Brexit. Et par conséquent, la France doit jouer un véritable rôle de leadership dans la constitution de cette autonomie stratégique et notamment, évidemment, sur les enjeux du flanc Est de l'Union européenne. J'ajoute qu'il y a un véritable enjeu de base industrielle et technologique de défense en Europe. La France fait les meilleurs avions de chasse au monde. Le Rafale gagne toutes les compétitions internationales d'un point de vue technique. Naval Group, KNDS, tous nos acteurs et nos ingénieurs font le meilleur armement du monde, notamment appuyé sur une DGA extrêmement efficace. Il faut aller vers une base industrielle et technologique de défense européenne, où la France aura toute sa place, et parce que, je rappelle cette formule
de l'ancienne ministre des Armées Florence Parly, l'article 5 ne signifie pas l'article F-35. Oh. Très bonne formule. On va revenir sur l'OTAN, mais un petit mot sur l'Ukraine. Est-ce qu'avec l'élection de Donald Trump, vous craignez que l'Union européenne se retrouve désormais seule à défendre l'Ukraine face à la Russie? Est-ce que l'Ukraine va être lâchée par les États-Unis? Alors, seule, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus à un retrait des États-Unis de l'OTAN. Effectivement, il y a sur la table de nouvelles négociations qui vont certainement arriver sur le partage de l'effort dans le soutien à l'Ukraine, mais je ne crois pas à un retrait notamment des États-Unis de l'OTAN. Jefferson. Oui, justement, pour revenir sur l'OTAN, parce que vous avez travaillé sur les questions de défense, Ronan Le Gleut, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Vous l'avez dit, il y a des négociations qui sont sur la table, mais Donald Trump s'est montré particulièrement critique lors de son premier mandat. Il a menacé de se désengager de l'Alliance, vous l'avez évoqué. Simplement, la donne a singulièrement changé avec la guerre en Ukraine en matière de défense. Beaucoup de pays se sont réarmés. Pour autant, est-ce que les Européens peuvent faire sans le parapluie américain pour assurer leur sécurité, quand bien même l'avion de chasse Rafale remporte beaucoup de succès à l'étranger et à l'export? Alors, ça pose évidemment la question du parapluie américain sur l'Europe. En réalité, les Européens doivent passer à une nouvelle phase de leur existence, qui est le passage à l'âge adulte. Pourquoi continuer à confier notre sécurité collective aux États-Unis, alors que, tôt ou tard, nous ne pourrons plus éternellement compter sur les États-Unis pour nous défendre. C'est-à-dire que la sécurité du continent européen se joue tous les 4 ans dans quelques États pivots, quelques swing states dans le Wisconsin ou au Michigan. Ce n'est pas possible que les Européens continuent à confier leur destin collectif à quelques électeurs américains. Par conséquent, les Européens doivent prendre conscience de la nécessité d'aller vers l'autonomie stratégique. Je l'avais écrit dès 2019 dans un rapport, je crois que c'est plus vrai que jamais. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour tous ceux qui veulent aller vers davantage d'autonomie stratégique, vers une base industrielle et technologique de défense européenne. Et la France y jouera toute sa place. Elle a la première armée d'Europe. Les autres capitales européennes le reconnaissent elles-mêmes. Et la France doit s'impliquer totalement dans cette autonomie stratégique. Mais est-ce qu'on traîne trop? Parce que ce discours, on a l'impression qu'on l'entend depuis le premier mandat de Donald Trump. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé, par exemple, c'est que dans la nouvelle Commission européenne, il y a désormais un commissaire en charge de la défense. C'est une nouveauté. Il y a évidemment eu une coordination sur l'Ukraine. Il y a une montée en puissance des armées nationales, avec la loi de programmation militaire en France, le Zeitenwende en Allemagne. En réalité, il y a une prise de conscience. Et maintenant, en réalité, la nouvelle élection de Donald Trump doit être un accélérateur pour nous. Merci Jefferson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Sud-Ouest, c'est cheminées qui nous polluent, c'est la pollution causée par le chauffage au bois. Merci beaucoup Jefferson d'avoir été avec nous. Vous parliez de la nouvelle Commission européenne, on va en parler justement puisque l'actualité aujourd'hui, c'est aussi l'audition de Stéphane Séjourné au poste de commissaire européen pour la France. Mais quelle influence la France a-t-elle encore à Bruxelles? C'est le débat qui aura lieu cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat à la demande du groupe Les Républicains. On en parle tout de suite avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Ronan Le Gleut. Et Alex, le Sénat organise donc aujourd'hui un débat sur la nouvelle Commission européenne, alors que les commissaires européens passent en ce moment le test des auditions du Parlement, des auditions qui sont un moment important dans la mise en place de la nouvelle Commission. Oui, alors pour rappel, la Commission européenne, c'est une sorte de gouvernement de l'Union européenne qui propose des politiques à mettre en œuvre. Et ces politiques, ces lois, elles doivent être votées par les États membres de l'Union européenne et par le Parlement européen. Alors depuis les élections européennes de juin dernier, la nouvelle Commission se met en place. Chaque État membre de l'Union européenne a proposé un commissaire européen, Ursula von der Leyen, l'Allemande qui a été réélue en juillet présidente de la Commission. Ursula von der Leyen a ensuite composé son collège de 26 commissaires européens avec pour chaque commissaire un portefeuille spécifique. Par exemple, le français Stéphane Séjourné, qui a été proposé par Emmanuel Macron, eh bien, il a été désigné commissaire en charge de la stratégie industrielle et de la prospérité. Une fois désignés, ces 26 commissaires européens doivent être auditionnés par les eurodéputés, montrer leurs compétences pour le poste et le Parlement européen, au final, doit confirmer ces commissaires dans leurs fonctions. Et il se trouve que l'audition du français Stéphane Séjourné, eh bien, c'est aujourd'hui devant le Parlement européen et certains doutent de ses compétences, notamment sur les dossiers industriels, économiques. Mais pour l'eurodéputé de son camp, Fabienne Keller, eh bien, il est l'homme de la situation. Stéphane Séjourné a été pendant 3 ans
président du groupe Renew au sein du Parlement. Il a discuté, travaillé déjà avec Mme von der Leyen, avec l'ensemble des commissaires. Donc il connaît très bien la mécanique européenne. C'est probablement l'un des candidats désignés qui connaît le mieux l'interne, les compromis, comment tout ça fonctionne. Ensuite, il a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gabriel Attal, ce qui lui a donné une vue sur l'ensemble des sujets. Et le portefeuille de Stéphane Séjourné, Alex, il sera d'ailleurs au cœur des priorités de la future Commission européenne pour ces 5 prochaines années. Oui, puisque la priorité de la Commission européenne pour ce mandat réside en un mot, la compétitivité, alors que l'Europe connaît un décrochage économique par rapport aux États-Unis. Avec ce chiffre, depuis 2000, le revenu par habitant a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis par rapport à l'Europe. C'est ce qu'affirme le rapport de Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, un rapport qui sert de base à la nouvelle Commission européenne. Et ce rapport, il préconise des investissements colossaux à hauteur de 800 milliards d'euros pour que l'Union européenne redevienne compétitive en réussissant en même temps la transition écologique, la transition numérique et puis la transition militaire avec la nécessité, on en parlait sur ce plateau, d'avoir une vraie autonomie de défense européenne. D'ailleurs, Emmanuel Macron participera demain à une table ronde sur l'avenir de la compétitivité européenne où il échangera avec Mario Draghi. Ce sera demain après-midi au Collège de France à Paris. Ronan Le Gleut, d'abord une question sur l'audition de Stéphane Séjourné aujourd'hui. Il est commissaire européen désigné à la stratégie industrielle. Est-ce qu'il a vraiment les compétences sur le poste? Car certains en doutent dans les couloirs bruxellois. Écoutez, c'est une excellente question, en fait, que les commissaires européens soient auditionnés par les eurodéputés. Et à la Commission des affaires européennes, ici au Sénat, dont je fais partie, présidée par Jean-François Rapin pousse pour une idée à laquelle j'adhère totalement, c'est de dire les eurodéputés vont auditionner le commissaire choisi par la France, et il n'y a pas eu au préalable une audition par les parlementaires français, je pense en particulier aux commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat, du choix de la France. Il me semble que nous devons aller vers ce type de procédure à l'avenir, que le choix du commissaire français soit d'abord auditionné à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant d'être auditionné devant les eurodéputés. Mais juste auditionné, ça doit être la même question. Et que les parlementaires français confirment, valident la proposition du président de la République? Idéalement, d'ailleurs, vous remarquerez que pour un certain nombre de postes en France, je pense par exemple à l'Agence française de développement, l'AFD, eh bien, il y a une audition du directeur général et il y a en réalité un vote des parlementaires français. Et c'est vrai pour d'autres instances en France, donc c'est parfaitement imaginable. Donc il faut un droit de veto des parlementaires sur le choix du commissaire européen? Je le pense, oui. Alex. Alors sur ces questions industrielles, de compétitivité, il y a, selon le rapport de Mario Draghi, des investissements massifs à faire, autour de 800 milliards d'euros. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, pour faire ces investissements, aimerait un endettement commun sur le modèle du plan de relance post-Covid qui avait été fait au niveau européen. Le problème, c'est que l'Allemagne et certains pays dits frugaux comme les Pays-Bas disent non à cet endettement commun. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a les moyens de porter ce projet alors qu'elle-même est en procédure de déficit excessif? Alors déjà, le rapport Draghi dresse le bon constat. Il y a une perte de compétitivité en Europe. C'est un constat réel et on le voit notamment par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine. Et donc, effectivement, il y a besoin à la fois d'une prise de conscience et d'une réaction vers davantage de compétitivité, et notamment sur des secteurs clés, comme évidemment l'intelligence artificielle, sur laquelle on le voit aujourd'hui, même si on a quelques acteurs majeurs, comme je pense à Mistral AI par exemple, qui est un acteur français, mais il y a quand même aujourd'hui un gap à rattraper. Bon. Donc Mario Draghi pose le bon constat. En revanche, la solution de surendettement supplémentaire compte tenu de l'état des finances publiques, je suis navré, mais là, je ne peux pas y souscrire. Je pense au contraire que les choix faits par le gouvernement Barnier de réduction de la dette sont les bons. On a atteint un niveau d'endettement qui n'est plus supportable. Et par conséquent, la France, qui est contributeur net à l'Union européenne, ne pourrait supporter, selon moi, un nouvel endettement de cette nature. Donc il faut mobiliser l'épargne privée des Européens? Absolument. On peut mobiliser l'épargne privée. Et puis, il y a évidemment des coupes sombres à faire dans l'administration bureaucratique. Ça a encore été rappelé hier, notamment par Laurent Wauquiez, lors de son interview sur les retraites. En réalité, on a 1300 agences redondantes qui travaillent en silo, alors qu'on a des gains en réalité à faire. Et tout ça est vrai pour l'ensemble des Européens.
Le débat aujourd'hui au Sénat, c'est sur l'influence de la France à Bruxelles. Est-ce que la France a encore une influence à Bruxelles ou est-ce qu'elle a été affaiblie ces dernières années? Alors, la France, effectivement, a été affaiblie ces dernières années, notamment du fait de l'état de politique intérieure. Si vous voulez, pour être fort à l'extérieur, il faut être fort à l'intérieur. Bon. Néanmoins, je note que, par exemple, sur un enjeu crucial qui sont les questions migratoires, d'asile et immigration, à la fois le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le Parti populaire européen, auquel appartiennent les eurodéputés, les Républicains, je pense notamment à François-Xavier Bellamy, qui est vice-président du PPE, avec Bruno Retailleau, ont mis sur la table la nécessaire révision de la directive Retour, qui date de 2008, et ont poussé par leur action Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission des Affaires européennes, a annoncé la révision de la directive Retour lors du premier semestre 2025. C'est un enjeu crucial parce qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Union européenne, on a 490 000 étrangers en situation irrégulière. L'année dernière, seuls 90 000 ont été reconduits, c'est-à-dire c'est moins de 20% des décisions. Si on prend juste la France, on a en réalité moins de 10%. Et donc, la directive Retour doit être revue. C'est une question cruciale sur les enjeux de migration qui sont au cœur des préoccupations de nos compatriotes. Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, les pays de l'Amérique du Sud. Eh bien, cet accord, la Commission européenne veut le sceller sans l'accord de la France, qui s'y oppose pour notamment des raisons de transition écologique et puis de concurrence déloyale avec nos agriculteurs. Ça montre quand même une perte d'influence de la France. Alors, attendons de voir quand même le résultat final. Sur le Mercosur, il y a un consensus en France, des forces politiques, pour dire que, notamment sur la question agricole, l'accord est inacceptable. Il est inacceptable parce que les agriculteurs français se retrouveraient dans une situation de concurrence déloyale. Nos normes sanitaires et environnementales sont les plus élevées de la planète. On ne peut pas se retrouver en concurrence directe avec des producteurs qui n'ont ni nos normes environnementales ni nos normes sanitaires. Et pourtant, la Commission veut quand même sceller cet accord. Alors, on va voir si ça va être le cas définitivement, parce qu'aujourd'hui, cette position forte de la France, qu'on va réaffirmer encore aujourd'hui au Sénat dans le débat sur l'avenir de la Commission européenne, va montrer qu'il y a véritablement une force qui dépasse les clivages politiques contre l'accord du Mercosur sur les questions agricoles. Et je pense que ça donne du poids dans les négociations aux ministres français d'avoir le soutien des deux chambres. Vous qui suivez particulièrement la situation en Allemagne, aujourd'hui la France et l'Allemagne sont toutes deux affaiblies par des situations politiques intérieures difficiles. Est-ce que le couple franco-allemand est encore un moteur aujourd'hui dans l'Union européenne ou est-ce que c'est plutôt un pays comme la Pologne, par exemple, qui est aujourd'hui une force dans l'Union européenne, notamment sur les questions militaires et sur les questions de politique étrangère? Indéniablement, la Pologne est un pays majeur, qui est la première économie de l'Europe centrale et orientale, qui dépense 4% de son produit intérieur brut pour l'effort de défense. Il faut évidemment avoir une attention particulière pour la Pologne, et idéalement dans le format Weimar, le triangle de Weimar, c'est-à-dire France, Allemagne, Pologne, qui doit être particulièrement actif. Je pense qu'une fenêtre d'opportunité peut s'ouvrir à travers la nouvelle élection qui certainement va être une élection législative anticipée en Allemagne. Et si Friedrich Merz, qui est issu du Parti populaire européen, tout comme Michel Barnier, et qui est un Européen convaincu et très attaché aux relations franco-allemandes, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, il m'a toujours répété son attachement aux relations franco-allemandes, je pense qu'on peut avoir une nouvelle fenêtre d'opportunité avec Donald Tusk, qui est aussi du PPE en Pologne, justement pour avancer ensemble dans une relation de confiance. Donc un nouveau moteur franco-allemand-polonais. Oui, je pense, autour du triangle de Weimar. Merci beaucoup. Merci Ronan Le Gleut d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure.